Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Je vais te parler de ce livre de Françoise d'Aubonne, Le sexocide des sorcières. Et c'est un pamphlet précurseur par la pionnière de l'écoféminisme. Donc déjà pour la petite histoire, j'étais à la foire du livre en train d'assister à une conférence et il y a une dame qui s'est retournée sur moi et qui m'a dit que j'avais un superbe chapeau. C'était pas celui-là, c'est l'autre que je porte durant les événements importants comme les foires et les salons. Et moi, j'avais repéré qu'elle avait ce livre, donc je lui ai demandé déjà ce que c'était comme livre, si c'était bien ce que je pensais, et ensuite où je pouvais me le procurer, parce que s'il était sur la foire, j'allais l'acheter. Et donc, il était disponible sur le stand de Au Diable Vauvert, et donc il fait partie de la collection Nouvelle Lune, ce qui pour moi est important parce que je pense que je vais en lire d'autres. C'est un livre donc en effet qui est féministe, mais qui est pas féministe pour dire woman power et tout, non, pour expliquer les choses et expliquer le passé. Donc maintenant on va passer au résumé. Du 15e au XVIIe siècle, l'Europe chrétienne, aussi bien catholique que protestante, fut prise d'une frénésie contre la sorcellerie. Des dizaines de milliers de personnes, accusées de pratiques démoniaques, furent torturées avant de finir dans les flammes des bûchers. L'écrasante majorité des victimes étaient des femmes. Il n'y a là aucun hasard. Dans ce pamphlet visionnaire paru en 1999 ou 99 pour les Français, Françoise d'Aubonne pose déjà l'hypothèse que la chasse aux sorcières est une guerre contre les femmes, leur corps, leur âge ou leurs savoirs ancestraux, afin d'asseoir la domination patriarcale par la terreur. Elle invente en passant le mot sexocide, comme elle a inventé les mots phallocrate et écoféminisme. Alors, Françoise d'Aubonne est décédée en 2005 et c'est une autrice qui a publié plus d'une centaine de livres, militante féministe libertaire qui participe à l'éclosion du mouvement de libération des femmes et qui cofonde le Front homosexuel d'action révolutionnaire avant de poser les jalons, je vais y arriver, de l'écoféminisme en France dans les années 70, non, 1970, avec la parution de son essai Le féminisme ou la mort, réédité en 2020 au Passager clandestin. Alors déjà, c'est une femme que je remercie là où elle est, parce que elle a créé le terme phallocrate que j'ai utilisé dans La descendance de Kilijo, sans savoir que ça venait d'elle. Et je la remercie entre autres pour ce bouquin, parce qu'on est passé de sexocide à féminicide, mais en attendant, maintenant on parle de féminicide pour parler du meurtre des femmes. Avant on parlait d'homicide et l'homicide d'une femme. Oui, mais c'est vrai que féminicide, au moins on parle d'une femme qui a été tuée, et souvent malheureusement c'est dans des circonstances très tristes parce que c'est par leur compagnon. Et donc, on a déjà une préface de Taous Meraki, qui est passionnante et qui parle de l'histoire de Françoise, qui a été vraiment dans le qui a vraiment dévoué sa vie à cette cause. Et on a aussi l'avant-propos de Élise Thiebaud, qui explique pourquoi elle a elle a publié ce texte, et c'est le premier texte de la collection Nouvelle Lune. Et elle raconte un peu l'histoire de Françoise, qui a 79 ans, ou 79 pour les Belges, quand elle écrit ce pamphlet. Et d'ailleurs, elle a écrit une missive pour faire reconnaître les péchés de l'Église envers les sorcières à Jean-Paul II. Et donc, est-ce que ça a ému Jean-Paul II ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, il me semble bien que, en effet, l'Église a mentionné les péchés le pape a mentionné les péchés de l'Église envers les sorcières à l'occasion du jubilé de 2000, dans un discours prononcé le 12 mars.
Donc c'est vrai que ça, c'est assez énorme. Et parce que comme elle explique, alors personnellement, je veux pas dire ah j'ai rien appris et tout, c'est pas vrai. Mais par contre, oui, je connais l'histoire de Salem, où là, aux États-Unis, étant donné que les Américains ou États-Uniens, comme on veut, reconnaissent plus facilement leur histoire et les génocides et toutes les exactions qu'ils ont pu commettre, l'histoire de Salem, je la connaissais depuis un moment. Il y a des séries qui en ont parlé, il y a des livres qui en ont parlé, etc. Du côté de l'Europe, la vieille Europe, la France, la Belgique, etc., c'est un petit peu plus compliqué quand même. Et pourtant, comme je me disais, quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, là, ça a été un peu l'excuse aussi pour brûler des femmes, parce qu'il y en avait qui vivaient en dehors de la société. On a eu les Béguines. Il faudra que je retrouve la chronique sur la nuit des Béguines. C'était des femmes qui vivaient entre elles, qui n'étaient pas des religieuses, mais qui vivaient comme des religieuses, qui travaillaient, qui vivaient dans un béguinage et qui pouvaient quitter le béguinage pour aller se marier, par exemple. Et ça, comme ça a dérangé, à un moment, il y a un roi, je crois que c'est Philippe le Bel, si je me rappelle bien, entre autres, après avoir buté les Templiers, il a aussi fermé les béguinages. Ça les dérangeait, hein. Des femmes qui étaient indépendantes et qui vivaient ensemble sans problème et qui travaillaient, donc qui appartenaient à la société, bien sûr, on a tout fermé et on les a renvoyées soit dans les, dans je vais y arriver, dans les abbayes, soit chez les hommes, hein, pour qu'elles puissent procréer, faire des enfants et mourir en couche. C'était quand même vachement plus pratique. Et ce qu'elle a raconté aussi, Françoise, c'est qu'elle est repartie du rêve des Athéniens, donc à l'époque de la Grèce antique. Je suis une grande passionnée de mythologie, grecque surtout notamment, mais alors c'est clair que ce sont des phallocrates et des des misogynes de première, les Grecs. C'est une horreur. Et là, bien sûr, avec le bouquin, j'ai continué à en apprendre parce que les Grecs considéraient notamment que on se mariait et on allait voir les femmes uniquement pour créer une descendance. Et après, tous les rapports intimes qu'on pouvait avoir, les meilleurs, c'était quand même avec des jeunes éphèbes. Et quand on connaît la mythologie grecque, c'est pas beaucoup plus glorieux parce que quand même, notamment Zeus, lui, la femme, quand il avait décidé de la séduire, qu'elle soit d'accord ou pas, ça lui posait aucun problème. Elle était séduite. Après, les conséquences, c'était Héra qui gérait. Donc c'est comme ça qu'on a eu différents mythes et différentes victimes. Europe, par exemple, hein, qui a donné le nom à l'Europe. On en a d'autres comme ça. J'en ai pas Io, celle qui a donné naissance à Artémis et à son frère. C'est Apollon. Oui, c'est Apollon. Je ne sais plus. Non, c'était Europe. Enfin bref, voilà. Je suis en train de tout confondre, donc on va arrêter là. Mais elles ont toutes, quand même, il y en a beaucoup qui ont mal vécu, mal terminé surtout. Et donc elle parle à l'époque d'Athènes, c'est là qu'on a eu l'hystérie, hein, notamment avec les femmes qui avaient les humeurs qui se déplaçaient et tout, hein, surtout quand elles avaient leur cycle. Et bien sûr, ça donnait des femmes qui pétaient les plombs, hein, c'est normal. C'est très ironique, bien sûr, tout ce que je raconte, mais voilà. Et donc là, elle recadre un peu tout ça, et elle reparle aussi de la rupture de Jésus. Alors, j'ai aussi, je vais le noter d'ailleurs, hein, je vais faire une pause pour le noter, parce que sinon je vais oublier, L'homme qui devint Dieu, où on parle du rôle de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, à la base, dans l'histoire originelle, n'était pas une prostituée comme on a raconté par la suite, mais était une disciple de Jésus. Et elle a payé aussi énormément de choses, notamment pour aider à ce qu'il puisse aller avec ses disciples, convertir tout le monde, parce que Jésus voulait que l'homme soit égal à la femme. Il y a un Paul qui est passé par là qui dit oh non, 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 lui il devait être grec, c'est pas possible autrement. Et du coup, c'est comme ça que Marie-Madeleine est devenue une prostituée pour vraiment la dénigrer au plus bas possible et pour lui retirer le rôle si important qu'elle a joué auprès de Jésus. Je fais une petite pause parce que il faut que je note les deux références, les deux chroniques que j'ai faites, j'espère. Sinon, il faudra que je les tourne aussi sur d'autres livres
qui parle un peu de ces sujets-là. Et donc, quand on dit que l'histoire est écrite par les hommes, oui, mais justement, l'histoire est écrite par ceux que ça arrange, avec la version que ça arrange. C'est comme ça que César a écrit La guerre des Gaules, restons dans l'historique, et que bien sûr c'était un grand vainqueur et qu'il a poutré tout le monde. Et donc, alors on va passer sur l'histoire de Jésus. Après, de quoi elle parle? Ah bah le temps du sexocide avec le massacre des femmes qu'on appelait sorcières parce que ça nous arrangeait bien. Et ensuite donc il y a la crainte de certains des femmes, tout simplement, parce que les femmes ont un savoir et un ressenti qui est différent des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes, on les a conditionnés à ce qu'ils soient forts, ils ne pleurent pas, et surtout, ils musellent leurs émotions. Étant donné que les femmes, justement, on les laisse être émotives, voire hystériques, et s'occuper des enfants, et justement, éduquer les enfants, et ressentir les choses, parce que une maman, souvent, je ne vais pas dire toutes parce que c'est pas vrai, les bébés ne sont pas livrés avec leur mode d'emploi, et on n'est pas touché par le saint instinct maternel, mais par contre, elle s'habitue à parler le langage du bébé, et elle crée un lien avec le bébé très vite. Pourquoi? Surtout, celles qui allaitent, par exemple, elles vont savoir tout de suite que leur bébé a faim ou quoi, parce que elles vont être plus regardantes à ça. Et de toute manière, quand elle le prend dans les bras, le bébé, qu'est-ce qu'il fait si elle l'allaite? Il va chercher le sein direct. En tout cas, c'est du vécu. Et j'avais vraiment l'impression de ne servir qu'à ça. Donc les femmes, étant donné qu'on les a autorisées et on les a laissées continuer à écouter leur nature, à écouter leurs émotions et leurs ressentis, elles avaient accès à certaines choses que les hommes ne gèrent pas du tout parce que eux, on leur a appris à être dans le matériel, dans le concret, le direct. Du coup, il y en a qui ont eu peur, et du coup, comme elle a mis dans un de ses titres, l'hérétique, c'est l'autre. Et qu'est-ce qu'elle nous explique d'autre encore? Comment dire? Elle parle elle parle du fait qu'on a brûlé les femmes. Elle parle aussi beaucoup de la représentation de la sorcière avec tout ce qu'on a pu raconter sur les femmes qui copulaient avec le diable ou des choses comme ça. Enfin, c'est ce que je disais, quoi. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, elles ont été affublées de nez crochus, de chapeaux horribles. On a dit qu'elles allaient sur des balais, tout ça. Et du coup, toutes celles dont on voulait se débarrasser, on disait que c'était des sorcières. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et on leur faisait un petit procès. Ah oui, il y a l'histoire aussi. Bon, celle-là aussi, je la connaissais, mais je suis une passionnée d'histoire, donc d'office, il y a plein de choses que je savais déjà qu'elle rappelle dans son livre, et c'est très bien d'éduquer les personnes qui ne savaient pas. Il y avait le test de la sorcière à l'époque de l'Inquisition, c'est-à-dire qu'on mettait la femme dans un sac avec des pierres, et si elle coulait, ça voulait dire que c'était une sorcière, donc comme ça, elle se noyait et hop, l'affaire était réglée. Et si elle ne coulait pas, ça voulait dire qu'elle était innocente. Mais de toute manière, comme elle avait été accusée, on la brûlait quand même dans le doute. Comme ça, elle pouvait recommander son âme à Dieu, et comme ça, elle était quand même sauvée. Quelle bande de bienfaiteurs. Et donc, c'est tout ça que Françoise d'Aubonne a expliqué pour prévenir aussi, comme quoi peut-être que certaines d'entre nous qui vont écouter cette vidéo le vivent encore aujourd'hui. Quand on a tendance à s'énerver un peu fort ou à crier ou à devenir rouge parce que à un moment, à force de taper tout le temps comme ça et à force de se retenir, ça pète. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Il y en a qui nous regardent à l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle ou quoi? Elle est hystérique. Donc une fois, moi, je vais le raconter ici parce que pour l'avoir raconté plein de fois, je suis plus à ça près. J'ai piqué une bonne crise de colère de derrière les fagots dont certains ne se sont peut-être pas encore remis, et j'ai terminé par un majestueux et j'ai pas mes règles. Comme ça, là, j'ai calmé tout le monde direct,
Et je pense qu'il y en a certains qui s'en rappellent encore. Et moi, je te dis à très vite pour une autre chronique. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci déjà. Je vais faire une petite présentation un peu plus précise de moi. Donc, comme je disais, je suis là pour te faire lire et pas que mes livres. Je suis autrice, chroniqueuse et animatrice d'ateliers d'écriture. Donc, si tu veux, va faire un petit tour sur la chaîne, tu vas découvrir d'autres chroniques et tu vas découvrir aussi les livres que j'ai écrits moi-même. Et je vais, dans ces petites vidéos, je vais te présenter les personnages de mes livres, les thématiques ou différents sujets. Et je te parle aussi de livres que je suis en train d'écrire pour te partager un petit peu l'univers du livre que j'écris. Voilà, je te dis donc à très vite, peut-être pour la lecture d'un de mes livres ou pour une autre chronique.